En France, la médecine a déjà franchi ce pas. D'éminents médecins sont convaincus que les champs électromagnétiques peuvent rendre malade et même représenter un danger sanitaire. Le professeur Dominique Bellepomme de la clinique Alray-Labrouste a suivi plus de 1200 patients venus le voir avec les mêmes symptômes. Je dis qu'il y a un lien de causalité entre l'exposition à des champs électromagnétiques et l'apparition de ces symptômes cliniques qu'on appelle électro-hypersensibilité. Ce cancérologue renommé compare cette maladie à une allergie. Les personnes touchées réagiraient fortement aux champs électromagnétiques, comme cette patiente qui a souhaité rester anonyme. Bon, si vous voulez, nous avons ici étudié... Avant d'établir un diagnostic, le professeur procède à un examen clinique complet, avec analyse de sang et d'urine, ainsi qu'un Doppler transcrânien. Et vous voyez qu'ici, il y a des zones qui sont jaunes, angles du cerveau, et en particulier ici, c'est l'hémisphère. Nous avons des tests objectifs qui montrent que le cerveau est hypovascularisé, avec donc et dans le sang des anomalies biologiques qui nous montrent que ce sont de vrais malades et que ce sont exactement les mêmes anomalies biologiques que celles que l'on observe, chez les animaux d'expérience lorsqu'on les soumet à un champ électromagnétique. Autrement dit, nous retrouvons en pathologie humaine exactement ce qui a pu être mis en évidence au plan des anomalies biologiques chez les animaux d'expérience. Le professeur Bellepomme se bat pour que cette maladie soit officiellement reconnue. Car si le cerveau n'est pas suffisamment approvisionné en oxygène, il y a danger potentiel. Alors beaucoup de ces patients portent un foulard en fibre métallique, censé protéger le cerveau d'une partie des ondes. Surtout protéger la nuit. Le signe majeur quand c'est malade, c'est qu'ils ont des troubles cognitifs, c'est-à-dire une perte d'attention et de concentration et surtout une perte de mémoire immédiate. Et lorsque ces troubles cognitifs sont majeurs, cela fait redouter un état pré-Alzheimer, si ce n'est déjà une introduction dans une véritable maladie d'Alzheimer. Parmi ces marqueurs, il y a l'histamine, qui est dans le sang, et qui est un marqueur qui est positif dans 40% des cas. Nous avons des protéines de stress thermique qui sont positives chez un malade sur deux. Et nous avons d'autres marqueurs qui témoignent notamment d'une ouverture de la barrière hémato-encéphalique. La mélatonine, c'est l'hormone du décalage horaire. Dans un tiers des cas, nous avons un déficit majeur, profond, en mélatonine dans les urines. Dans un autre tiers des cas, nous avons une augmentation de la mélatonine. Et là, nous n'avons pas d'explication encore. Je m'adresse non seulement aux médecins, bien sûr, pour essayer de faire, si vous voulez, en sorte qu'il y ait cette reconnaissance de l'intolérance électrosensibilité, mais également aux associations d'aide aux malades pour qu'ils prennent en considération l'aide sociale et que, si vous voulez, ils aident ces malades-là à se réinsérer dans la société. Pour la population générale, il y a des règles formelles. Protection des femmes enceintes, protection, car c'est le fœtus qui est le plus vulnérable. Et là, il est clair qu'il faut recommander aux femmes enceintes de n'utiliser le portable que le moins souvent possible. Même chose, ne jamais, pour une femme enceinte, ne jamais faire d'ordinateur avec un système Wi-Fi et toujours utiliser un écran plat, jamais d'écran cathodique. Le champ électromagnétique qui est émis par un écran cathodique est 10 fois plus important que par un écran plat. Donc, s'il y a nécessité de faire, si vous voulez, d'un travail d'ordinateur, limiter chez les femmes enceintes le temps d'exposition, même à un écran plat, et en tout cas ne jamais utiliser le Wi-Fi. Bon. Pour l'enfance, ne jamais utiliser de portable, ne jamais confier un portable à un enfant de moins de 12 ans. C'est une recommandation qui existe dans certains États membres de l'Union européenne. C'est une recommandation qu'il faudrait avoir dans notre pays. Malheureusement, quelle politique aura, si vous voulez, le courage de dire cela? Je m'adresse aux parents d'enfants pour leur dire, ne faites jamais pour les fêtes, quelles qu'elles soient, n'offrez jamais un portable en cadeau si votre enfant a moins de 12 ans. Utilisez le portable moins de 20 minutes par jour, pas plus de 20 minutes par jour, par séquence de 6 minutes, jamais plus de 6 minutes. Et de toute façon, si vous commencez à avoir une douleur ou si vous voulez, une chaleur au niveau d'une oreille, vous êtes déjà vous entrez dans l'électrosensibilité. Si vous avez aussi des fourmillements, des picotements qui apparaissent au niveau du visage, au niveau d'une main, vous entrez dans le domaine de l'électrosensibilité. Et là, il faut déjà prendre ces précautions. Et je dirais qu'à ce moment-là,
d'une part, supprimer le DECT à domicile, bien sûr, mais également, si vous voulez, utiliser le moins possible le portable. Aujourd'hui, les malades sont là. Je ne peux pas les supprimer pour faire plaisir, si vous voulez, au pouvoir public ou politique, aux opérateurs. Ils sont là. Ce sont de vrais malades. Et l'idée de dire que ce sont des malades psychiatriques est absolument inacceptable. L'encéphaloscanner est un examen de Doppler pulsé intracérébral centimétrique qui permet d'étudier la vascularisation du cerveau. On a démontré que les patients souffrant d'hypersensibilité au champ électromagnétique présentent une hyperviscosité du sang. Cette hyperviscosité du sang va évidemment entraîner un trouble de la perfusion du parenchyme cérébral et donc par conséquence une diminution de l'oxygénation du cerveau. Et donc cet examen est parfaitement adapté puisque c'est un examen qui permet d'étudier l'oxygénation du cerveau. Et si effectivement l'encéphaloscanner démontre qu'il existe une diminution de l'oxygénation du cerveau, plus particulièrement du reste dans les zones profondes, on pourra dire que ce patient est susceptible d'être hypersensible au champ électromagnétique, ce qui sera à préciser bien évidemment par les analyses biologiques. Donc voilà, ça c'était les résultats de l'encéphaloscan que j'ai fait au mois de novembre 2010 pour le professeur Bellepomme. C'est représenté sur un tableau où est annoté dessus l'oxygénation moyenne d'un cerveau adulte, bon, correspondant à mon âge, hein, j'imagine à peu près. Voilà, donc la partie assurée et la partie qui doit être oxygénée, la partie moyenne. Donc il y a des endroits où effectivement c'est bien oxygéné, puis d'un seul coup on se retrouve dans des endroits du cerveau où il y a un gouffre d'un seul coup, un manque d'oxygénation. Voilà. Et on s'aperçoit chez ce monsieur que la vascularisation du cerveau est correcte et que donc ce patient ne souffre pas d'hypersensibilité au champ électromagnétique. Déficience en vitamine D, entre autres, forte et une très forte désoxygénation du cerveau. Là, c'était des gouffres. C'était des gouffres. Le professeur Bellepomme trouvait vraiment très très embêtant cette asphyxie, hein, on peut l'appeler comme ça.